Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. L'été est souvent synonyme de pause, de lumière et de temps pour soi. Et si c'était l'opportunité pour réveiller et entretenir sa créativité? Dans cet épisode, Mathilde, Laurelaine et Malo de la Team Eda explorent ensemble comment cultiver sa créativité, expérimenter sans pression et profiter de l'énergie particulière de l'été pour nourrir sa pratique artistique. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de créativité. Est-ce que, avant tout, vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous écoutent? Alors moi, c'est Laurelaine et je suis décoratrice intérieure et référente en formation de décoration à l'EDA. Moi, c'est Malo, je suis photographe spécialisé dans le sport et même dans le football, je dirais. Et de mon côté, c'est Mathilde, du coup. Je suis graphiste illustratrice et à l'EDA, je suis référente pédagogique en graphisme. La créativité. On est tous de domaines différents. L'idée, c'est un peu d'échanger sur votre manière de voir les choses. Malo, toi qui es photographe du coup de sport, comment tu travailles ta créativité pendant l'été, sachant que c'est des saisons? Pendant l'été, on va dire que moi, c'est un petit peu particulier. Comme tu viens de le dire, les saisons, et particulièrement dans le foot, elles vont de mi-juillet, si on parle de la pré-saison, jusqu'à fin mai, début juin, en fonction de la fin des compétitions. Ce qui veut dire que pendant l'été, moi, en fait, c'est un petit peu les vacances. C'est là où j'en profite pour me reposer. Je travaille, on va dire, un petit peu moins ma créativité parce que j'ai l'occasion de la travailler vraiment chaque week-end et plusieurs fois par week-end. Donc justement, je profite de l'été pour recharger les batteries et pour me poser un petit peu. Tu profites pas de l'été pour faire des photos de concerts, par exemple, de festivals? Alors, je vais faire des photos un peu différentes du sport, mais juste pour le plaisir. C'est-à-dire que quand je vais en vacances, je peux emmener mon appareil photo, mais sans aucune contrainte, justement liée à quelqu'un qui me demanderait les photos, liée à un club, liée à un sportif ou à un journal. Je fais des photos purement plaisir, sans trop réfléchir, et surtout quand j'en ai envie, mais je suis quand même bien content en fait de poser l'appareil photo, et je sais que j'aurai dès la reprise au mois d'août l'occasion de refaire des milliers de photos par week-end, donc voilà, j'en fais sans trop me prendre la tête. Mais justement, est-ce que le fait d'être en repos, de ne pas avoir ce stress, entre guillemets, cette pression de rendre quelque chose, est-ce que ça ne te permet pas d'avoir de nouvelles idées qui émergent sans avoir sans vraiment les attendre, sans les avoir voulues, entre guillemets? Alors on va dire que je ne vais pas les réaliser, mais oui, comme j'ai un peu plus de temps, c'est là où je vais regarder peut-être pour du nouveau matériel, que je vais regarder sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce qui a été fait pendant la saison et ce pour quoi je serais passé à côté. Certaines belles photos où là je vais m'inspirer des autres pour apporter plus de créativité dans les photos à venir, mais pas dans les photos qui vont être faites pendant l'été puisque j'en fais pas trop. Parce que pendant l'été, vous êtes plus créatif que le reste de l'année? C'est plus le fait, de mon côté en tous les cas, je sais pas toi Mathilde, mais de mon côté c'est plus le côté vacances que la saison en elle-même qui va faire que j'ai ma créativité qui va peut-être être plus souvent Nourrie, ouais. Le fait de partir, de voyager, de se reposer, d'être plus relax entre guillemets, c'est ça qui va me permettre d'avoir de nouvelles idées, de plus avoir le nez justement dans un projet, dans des devoirs, etc. De plus penser forcément déco à ce moment-là. Au final, je vais avoir de nouvelles idées qui vont venir, des choses peut-être plus originales que ce que je peux avoir le reste de l'année, où on a vraiment le nez dedans, où justement on cherche à tout prix une idée, et donc du coup on patine un peu dans le Donc là, comment ça se traduit, on va dire concrètement tu te forces à rien et tu je me force à rien. Tu regardes pendant les vacances ce qui se passe. C'est plus, forcément, quand on est en vacances, on va prendre du temps pour soi, on va voyager, que ce soit pour aller à la campagne, que ce soit voyager dans un autre pays, dans une autre ville. Et donc forcément, on va découvrir d'autres choses. Donc si on est à la campagne, ça va être la nature qui peut nous inspirer dans ses couleurs,
Un motif, une motif, texture. etc., Ouais. des textures, ouais, les ambiances, la lumière, comment elle est, etc. Et puis quand on va visiter une autre ville, ça va être forcément quand on visite une nouvelle ville, quand on visite un nouveau pays, on va faire des musées, on va faire des expos. Il y a l'architecture, tout simplement aussi des villes, moi, qui m'inspirent énormément. Et donc tout ça mis bout à bout, en fait, même si je fais des musées qui, à la base, n'ont rien à voir avec moi, mon domaine de prédilection qui est la déco, forcément, je vais quand même être inspirée par les choix de couleurs, par les textures, comme on disait tout à l'heure, un peu de la même manière que la nature, même si c'est pas mon domaine de prédilection, là où je suis, ça va m'inspirer de plein de manières différentes. Mais donc tu choisis pas tes villes de vacances par rapport à ça spécialement? Non, pas forcément. Après comme tout le monde, je vais choisir mes villes de vacances parce que j'ai vu des photos sur Internet, ça a l'air chouette, il y a l'air d'avoir des lieux sympas à visiter, il y a l'air d'avoir des musées. Après, par exemple, il y a des... Mais ça se rapproche indirectement. Ouais, ça se rapproche indirectement, oui. Ça va te parler au final comme lieu. Et après, il y a des villes que j'ai très envie de faire parce que je sais qu'il y a un bâtiment, une architecture, un musée ou quoi qui a l'air top. Et donc du coup, je vais dire, ça serait pas mal d'aller dans ce coin-là, justement à cause d'un musée ou quoi que ce soit que j'ai vu dans ce coin-là, quoi. Et toi, Mathilde, du coup, l'été, ça se passe comment pour toi? Alors c'est un peu comme Laurelaine et un peu d'autres choses, donc je vais me laisser porter beaucoup par les ambiances, la lumière aussi, il y a la fête de la musique notamment aussi en été, donc ça va être voir un peu le quotidien, les gens aussi, parce que en tant que graphiste, illustratrice, c'est aussi intéressant de voir comment les gens s'habillent en été. Ça peut être inspirant pour toute la partie illustration. Ça va être lever un peu plus la tête vers les enseignes parce qu'elles sont bien plus visibles avec le soleil estival. D'un point de vue aussi plus technique, c'est appréciable parce que la lumière, elle est là plus longtemps. Donc pour dessiner à la lumière naturelle, c'est quand même plus plaisant. Et donc il y a très la partie se laisser porter, se laisser inspirer par une brise qui passe ou par de la musique, des rires, ce genre de choses un peu plus abstraites et les traduire sur des concepts graphiques ou plus illustrés. Mais il va aussi avoir de mon côté toute une partie exploitation, entre guillemets, de la créativité. Je vais me mettre en fait des périodes où je vais me dire, ok, là c'est un terrain d'expérimentation, où je vais me dire, je me suis fait plaisir, je me suis acheté 2-3 nouveaux médiums, on va dire artistiques, et là je m'amuse, je découvre. Mais je sais que j'ai ce temps-là de dédier à la création pour provoquer un peu soit des heureux accidents créatifs, on va dire, ou bien me dire, ok, je vais avancer sur ce projet, je sais qu'il va faire beau, je vais me fixer 3-4 heures, et au pire, si j'avance pas autant que je veux, j'aurai expérimenté. Tu te donnes des contraintes un petit peu ça. en fait. Ouais. Quand tu choisis soit l'outil ou soit un temps donné en disant en 3 heures, il faut absolument qu'à la fin j'ai un rendu. C'est ça. Et c'est toutes les semaines, je sais que j'organise un peu mes semaines par rapport à ça. Soit ça va être un peu temps libre où je me dis là je vagabonde, je me laisse un peu porter. On voit vers quoi je suis amenée à découvrir. Ou bien ça va être là, je sais que je veux être productive mais je ne sais pas encore quoi. Ou des fois ça va être des temps où je me dis là il faut que je fasse. Pas forcément que dans l'observation. C'est ça. J'ai l'impression qu'avec Laurelaine on est plus dans l'observation, justement se nourrir de tout ce qu'on peut voir. Toi, ça va être un mix d'observation et quand même de réalisation, de création. C'est le fait d'avoir la lumière plus tard le soir, ça te permet du coup d'avoir des plages horaires beaucoup plus vastes après le travail le soir pour pouvoir dessiner à la lumière du soleil. Donc du coup, tu en profites au maximum en te fixant des objectifs, quoi. Parce que là, en fait, le fait d'avoir la lumière qui est plus longue, donc qui est vraiment propre à l'été, c'est ce qui va permettre aussi de travailler avec les vraies couleurs plus longtemps, quand on est au traditionnel, du moins parce que quand on est au digital, il n'y a pas ça. Mais quand on est en hiver, on a beaucoup moins ce genre de fenêtre. Il suffit qu'on finisse à 17h ou 18h, il fait nuit noire dehors, c'est pas la même. Puis c'est toujours agréable de prendre un carnet et de sortir, et qu'il ne fasse pas trop froid la nuit ou le soir. Les ambiances aussi, aller en terrasse, ce genre de choses, c'est quand même plutôt plaisant de mettre un peu son bureau dehors, on va dire, et d'entendre un peu... Est-ce que tu as toujours, par exemple, un carnet sur toi en disant « tiens, là je sors et il y a une super ambiance et justement je vais la reproduire là en direct » ou est-ce que, pas du tout en fait, tu dis « là j'ai vu une super ambiance, il faut que ce soir en rentrant, je garde cette ambiance en tête et je la reproduise plus tard ». J'ai toujours des carnets sur moi. Malheureusement, tout le monde va pouvoir être d'accord avec ça. Mais de différentes tailles en plus en fonction du sac que j'ai. Soit j'en ai un tout petit carré qui se glisse partout avec moi,
soit j'en ai des un peu plus grands en fonction des sujets. Mais c'est vrai que mes meilleurs, enfin mes croquis préférés, c'est ceux de vacances ou d'ambiance, que ça soit estivale ou hivernale ou automnale ou tout. Parce que ça veut dire que du coup, si, imaginons que tu n'avais pas de carnet sur le moment et que tu décides de reproduire la chose plus tard, je sais pas, soit dans la soirée, soit 2 semaines plus tard, est-ce que tu as peur de ne pas du tout reproduire la bonne ambiance et c'est pour ça que tu vas la faire sur l'instant? Ou est-ce que c'est complètement Alors si autre chose? C'est une habitude que tu as prise depuis toujours d'avoir des carnets, donc tu te poses même plus la question. Ça fait partie de C'est très vrai ça, c'est très vrai. J'ai toujours eu des carnets sur moi, mais des fois j'en ai pas. C'est rare, mais des fois j'en ai pas. C'est à ce moment-là que... C'est ça. Je prends des photos généralement et j'essaie de vraiment m'ancrer dans ce que je vois parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on voit et la photo prise. Ouais. Il y a toujours une perspective qui est différente ou même, je pense... Ça dépend le photographe. Hein. Oui, mais avec mon téléphone, désolée. Mais oui, c'est prendre le réflexe de toujours avoir de quoi griffonner un peu sur moi et me dire, ok, j'ai l'idée de base. Et ça peut se traduire en déco? Le fait d'avoir un carnet, d'avoir quelque chose sur soi pour produire assez rapidement? Ça peut se traduire en déco. Après, moi, c'est pas quelque chose que je pratique, avoir toujours un carnet sur moi, malheureusement. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce que je dis aux élèves. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais ouais, dans l'idéal, il faudra avoir un carnet de croquis et pouvoir dessiner, que ce soit s'entraîner pour la perspective, pour dessiner voilà, des bâtiments, etc. Ou même des intérieurs quand... Tu vas dans un café, juste dessiner une ambiance, c'est de l'entraînement qui est toujours bon à prendre, donc en déco aussi. Après, en rendez-vous client, c'est bien aussi d'avoir un carnet ou juste des feuilles et des crayons pour pouvoir montrer à ton client un peu les idées que tu as. Des fois, il y a des choses, des aménagements que tu imagines, des meubles sur mesure ou une déco particulière que tu as beau l'expliquer, enfin, tu n'as pas de photo à montrer parce que c'est quelque chose que tu as en tête, que tu as imaginé, donc tu ne peux pas montrer une photo et en même temps, juste quand tu l'expliques comme ça, c'est pas forcément toujours clair, donc là, l'idéal, c'est de pouvoir dessiner comme ça à ton client, donc oui, ça peut se traduire en déco également. Est-ce que tu vas avoir justement un côté où, déco, tu nous dis que tu dessines un petit peu, où tu vas chercher à t'améliorer au niveau illustration? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'illustration qui rentre dans la partie d'être décoratrice. S'il faut être une bonne illustratrice pour être une bonne décoratrice? Non, pas forcément. Tu n'es pas obligé. Tu peux carrément faire... Il y a énormément de décorateurs maintenant qui travaillent exclusivement sur ordinateur ou sur tablette. Donc, c'est pas une obligation. Ça aide. Ça aide pour la communication principalement avec les clients. Après, celui qui n'est pas à l'aise avec le dessin, il va plutôt faire des 3D. Mais c'est vrai que du coup, sur la minute, en rendez-vous client, c'est pas quelque chose, tu peux pas sortir ton PC, ta souris, ton clavier, etc. Et puis attendez, je vous fais une petite 3D, ça marche pas, malheureusement. Donc il faut sortir les crayons de temps en temps. Et donc, je pense que c'est plus de l'entraînement. Moi, le croquis, je le vois plutôt comme de l'entraînement qu'autre chose. Donc il y a moins quotidien, quoi. Il y a moins ce côté léger où tu vas te dire je vais me poser en terrasse et croquer un peu. Alors, moi c'est plus, mais ça c'est personnel. J'ai peur de dessiner avec des gens qui m'observent autour. C'est intéressant ça. Ouais. C'est toujours une... C'est pour ça que j'allais te demander, du coup, est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais? Tu vas dans un café comme ça toute seule et puis tu vas dessiner Alors faut pas me poser la question parce que je fais ça depuis que je suis au collège, dans la cour même, je dessinais et du coup forcément les gens... Ouais, les gens regardent forcément quand regardent. tu regardes. Mais je crois que j'ai jamais trop eu cette pression parce que je me suis toujours dit... s'ils regardent, ils sont curieux, c'est parce qu'ils ne font pas et moi je fais, même si c'est pas parfait, au moins je suis dans cette dynamique de vouloir m'améliorer et j'ai pas à rougir de là où j'en suis quand les gens captent en fait ce que je suis en train de faire. Donc au final, j'ai toujours utilisé ça comme un lien social plutôt parce que ça crée la discussion aussi avec les autres, ça crée aussi des souvenirs, mine de rien. Et des fois même chez le médecin, généralement, ou chez le dentiste, j'ai toujours un carnet pour dessiner. Et le nombre de fois où j'ai eu des conversations avec d'autres patients qui attendaient, et c'est hyper riche. Donc je pense que c'est aussi un moyen social, même en été justement, où ça ressort encore plus. Moi, c'est pas bête parce que du coup, les gens vont vers toi, vont te poser des questions sur ce que tu es en train de faire et du coup, ça lance la discussion.
avec finalement quelqu'un qui serait passé comme ça que t'aurais pas... C'est ça. Personne ne se serait... Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Moi, du coup, je le fais pas. Mais sur les photographes de rue, des photographes de portrait qui vont aller justement... Ils se lancent comme ça dans la rue et ça crée énormément de liens avec des personnes de tout genre, de tout type. Surtout que c'est hyper personnel, quoi. Tu prends des portraits, etc. Il y a des gens qui le font avec le croquis, qui dessinent. J'ai déjà vu des vidéos de gens qui dessinent dans le métro la personne qui est en face d'elle et puis qui leur file le croquis à la fin, quoi. J'ai déjà fait ça C'est vrai en vacances, mais sans filmer. C'était juste des remerciements. C'était des personnes du staff de là où j'étais. Et comme je les voyais tous les jours, ils étaient sympas. Je les avais dessinés, ils étaient contents à la fin. Bah ouais, non, franchement, il y a quelqu'un qui t'offre un dessin, portrait de toi comme ça, t'étais même pas au courant, t'as rien demandé. Oser en fait. Oser se mettre en public pour dessiner, oser dessiner les gens et puis photographier les gens ou autre et aller vers les personnes, ça peut que donner du positif au final. Enfin, t'as jamais eu de mauvais retours comme ça jamais. En dessinant quelqu'un. Je me pose la question, des fois, s'il y a des gens qui pourraient mal le prendre, le fait qu'on les dessine, est-ce que ça serait pas vu comme du voyeurisme? Ou peut-être si je les rate. Peut-être. Ça peut être très vexant. Oui, en photo, ça va être plus simple. On supprime la photo et puis on n'en parle plus et on passe à quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai jamais connu de réaction négative. Au contraire, généralement, ils sont contents, ils sont étonnés de se dire... Ils t'ont pas vu dessiner, du coup, pas t'arrives par tant surprise. ça, mais se dire, ah ok, donc j'ai inspiré la personne à prendre le crayon et à poser un peu ça sur papier. Et surtout, l'été, je trouve que ça s'y prête encore plus, parce qu'on est tous beaucoup plus, entre guillemets, ouverts, un peu plus social en été. Donc il y a plus d'échanges, même dans les rues, on peut le remarquer justement. Et ça s'y prête bien plus que dans un terrain hivernal où là on est un peu plus renfermé. C'est ça. Du coup, plus enclin à échanger. Donc ce genre de scène, ça s'y prête beaucoup plus. Faut passer le cap d'oser en fait dessiner devant des gens. C'est se dire... Tu risques rien. C'est ça, on risque rien et à part repartir avec des regrets si on l'a pas fait. Donc faut se lancer. Sinon des fois c'est la page blanche, mais un petit coup et c'est bon, on se dit... on a fait un trait un peu nul sur le papier, c'est bon, on peut... Parce que du coup, toi, ça t'arrive d'ouvrir ton carnet et de pas savoir ce que tu vas faire? Ah, des fois, j'ai trop d'idées, je sais pas par quoi commencer. Et des fois, je regarde la page et je suis en mode, ok, bon. C'est quoi la pire des sensations? Qu'est-ce que je fais? C'est de pas avoir d'idées. Mais généralement, j'ai toutes mes petites bibliothèques d'inspi ou surtout la musique. Je sais que si je mets certaines musiques, c'est bon, ça va partir, ça va débloquer tout. Et des fois, ça va être juste me dire, ok, certaines couleurs, je veux vraiment les mettre. Il faut juste que je trouve le concept et... Tu as ce nouveau crayon, tu as envie de l'utiliser. C'est ça. Mais quand tu dis tes bibliothèques d'inspi, c'est quoi? C'est une note que tu as dans ton téléphone avec des idées de dessin? C'est beaucoup trop de ressources et beaucoup trop de temps libre. C'est des choses que tu gardes? C'est un peu de tout. J'ai du tangible, ça va être dans des livres, ça va être... oui, par exemple, j'ai un ticket de... comment ça s'appelle? C'était pour un transport à Lyon qui était trop beau. Du coup, je l'ai gardé parce que les couleurs, elles sont sympas. Oui, mais sur le moment, tu peux pas te dire, tiens, il va falloir que je garde le ticket du prochain spectacle que je vais aller voir ou prochain transport que je vais prendre. Mais c'est un truc qui s'arrête jamais, en fait. C'est ça. C'est comme nous, si je te rapproche encore à la photo, le fait de toujours regarder, même si on n'a pas l'appareil photo, quel cadrage on pourrait faire, c'est avec l'expérience aiguiser son œil, que ce soit d'un point de vue photographe, en illu ou en déco. Ouais, c'est se projeter, c'est... Il n'y a pas le mardi de 23h à minuit en disant je vais faire absolument ça. Non, mais ça peut arriver à n'importe quand, justement. Ouais. Les tickets dont tu parlais, ça c'est quelque chose que je fais aussi. C'est un ticket d'une entrée d'un musée ou de je ne sais pas quoi, des fois, ou d'une expo. Où tu dis, il est chouette, ou le prospectus, ou il est chouette, le graphisme est sympa, l'harmonie de couleurs, elle est chouette, la typo. Bref, et donc du coup, je sais pas toi, mais moi quand j'ai des jolies choses,
peu importe ce que c'est. Par exemple, je suis partie en vacances il y a quelques semaines et j'ai juste pris dans un espèce de supermarché là-bas, c'était à Oslo, je sais plus, une espèce de pâtisserie, un roulé à la cannelle ou je sais plus ce que c'était. Et l'emballage, il était juste trop beau, le graphisme était super sympa et juste j'ai viré mes miettes et puis je l'ai gardé quoi. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais juste je l'ai trouvé beau et je trouverais bien un truc pour l'utiliser à un moment donné. Faut collectionner. Voilà. Tu gardes pas tes places de match de foot, toi? Je garde toutes les accréditations. Ah, Enfin, ça, c'est juste pour la collection personnelle parce que T'en as pas de- niveau créativité, je peux vous les envoyer en photo, vous les partager si vous voulez faire quelque chose de sympa avec, mais ouais, niveau photo. Et toi, niveau créa, tu la trouves où ton inspiration? Comment tu fais pour toujours te renouveler dans tes photos? Et justement, c'est ce qui paraît assez difficile au début, et même au tout début, on n'y pense même pas. On se dit, on est déjà content de faire des photos d'un match de foot, mais au fur et à mesure, on fait des matchs tous les week-ends sur les mêmes terrains avec une équipe A contre une équipe B. Le week-end d'après, c'est l'équipe A contre l'équipe C, après l'équipe A contre l'équipe D. Donc, en fait, c'est quasiment toujours la même chose qui se répète, même si chaque match, en fait, est une histoire différente. Mais je veux dire, quand moi, il y a le latéral gauche, le défenseur qui arrive à fond vers moi et qu'il y a l'attaquant de l'autre côté qui court après pour récupérer le ballon, dans l'idée, c'est toujours la même action qui se déroule. Donc, j'ai dû, par la force des choses, proposer au club différents points de vue, différents cadrages, différents angles de prise de vue, justement pour cette même action, qui n'est pas vraiment la même puisqu'elle ne se passe pas, on ne la recrée pas en direct, mais par la force des choses, au fil des matchs et de la saison, elle se recrée des dizaines et des dizaines de fois. Donc à chaque match, en fait, si je veux, je peux avoir exactement la même photo. Je suis au stade de Reims, par exemple, de Sergio Akieme qui arrive en tirant la langue. Mais ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bon ok, là ça fait 3-4 matchs cette saison que j'ai cette photo-là, on la connaît, tout le monde sur les réseaux sociaux la connaît aussi puisqu'elle est partagée, donc je vais me donner une contrainte en plus pour essayer d'apporter un peu de variété sur cette même action. Donc ça va être soit une contrainte purement technique, nous on a la notion de figer le mouvement ou de filer le mouvement, un peu plus de flou dans l'arrière-plan, hein, tout simplement. Donc ça se joue sur un paramètre, et ben je vais me dire, tiens, cette action-là, ou ce portrait-là de cette personne-là, comment est-ce que je vais pouvoir réussir à sortir une belle photo avec cette nouvelle contrainte que je me suis imposée. Et ce n'est pas une contrainte qui est imposée par le client, par le club. Ouais, c'est toi qui te l'as créé pour pouvoir te renouveler en fait. C'est ça, mais sinon j'aurais l'impression de faire tout le temps la même chose. Et même si on est passionné de ce sport-là, et je pourrais en faire tout le temps, il y a le plaisir quand même de se dire, bah, tiens, là j'ai réussi à sortir quelque chose de nouveau avec cette même action. Donc là, ça peut être la contrainte technique ou la contrainte de positionnement en me disant, bah, là cette fois-ci, par exemple le début du match ou toute la première mi-temps, je vais la faire en étant perché dans les tribunes. Ouais. Ou bien je vais changer d'objectif. On voit toujours au bord des terrains des super longs objectifs qu'on appelle des longues focales, les objectifs blancs et gris. Et ben, je peux me dire, justement, il y a 15 autres photographes à côté de moi qui ont cet objectif-là, qui vont faire à peu près la même photo, puisqu'on est tous décalés à 50 cm des uns des autres. Et ben, moi, je vais changer pour me démarquer des autres. Je vais prendre un grand angle où je vais changer d'objectif pour avoir un autre cadrage de cette même action. Mais du coup, ta créativité, elle doit être à la fois travaillée en amont, mais hyper instinctive et sur le moment au final. Alors, je suis obligé de la travailler en amont, justement, si je dois amener tel ou tel matériel ou aller me positionner et pas être embêté par la sécurité pour arriver à un endroit précis. Et après, il y a aussi la créativité vraiment sur l'instant, où je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer et il faut que là, en un quart de seconde ou en 30 secondes, si vraiment je prends large, il faut que je puisse me dire, du coup avec l'œil qui est aiguisé à force et l'habitude, tiens, je vais aller chercher ce cadrage-là, où là c'est intéressant de tout de suite faire 1 ou 2 pas en arrière, parce que l'arrière-plan est plus intéressant et il faut que j'incorpore cet arrière-plan dans ma photo. Donc là, oui, c'est un travail en amont, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, même sur le moment. Être capable sur le moment de voir cette action-là d'un joueur qui est en train de s'échauffer vers nous et de se dire, bah, celle-là, ok, je l'ai déjà eu 3 fois depuis le début, il faut tout de suite que je change, que je teste autre chose. Ça peut être juste zoomer plus.
par exemple. Et c'est vrai que nous, les projets qu'on peut avoir avec Mathilde, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois des fois. Et donc du coup, on peut faire évoluer notre créativité, nos idées au fur et à mesure du projet. Toi, tu as cette difficulté-là où il faut que ta décision elle soit prise, tu as un quart de seconde pour la prendre. Alors ça, c'est vraiment en plus spécifique à la photo de sport. Parce que sur une des photos en studio, où justement il va y avoir tout ce processus créatif au fil même du shooting, en disant bah tiens, là j'ai une idée, j'ai vu un objet à gauche, à droite qui pourrait être super sympa dans l'ambiance de la photo qu'on essaye de créer, et ben on va prendre le temps avec le modèle justement d'aller au bout de cette idée-là. Ouais. Mais moi dans le sport c'est pas possible. Je suis pas maître de ce qui se passe sur le terrain, je suis maître de mes réglages, de mon matériel et de mon positionnement, et je dois faire avec ça. Ouais. Donc même au sein d'un domaine comme la photographie, il faudrait aller dans les sous-domaines pour trouver des façons d'être créatif. Donc moi je connais bien par rapport au sport principalement, mais ce qui va s'appliquer dans le sport peut s'appliquer dans d'autres domaines et pas forcément l'inverse. Et du coup, si vous pouviez donner un conseil pour quelqu'un qui souhaite un peu développer sa créativité, particulièrement pendant l'été, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Moi, ça serait de faire des choses, faire et aller voir des choses différentes, d'essayer de sortir un petit peu du cadre habituel pour renouveler un petit peu ce qu'on voit, pour découvrir de nouvelles idées, etc. Parce que je pense que si on reste dans nos habitudes si on ne bouge pas, si on fait toujours les mêmes choses, etc., ça veut dire qu'on voit toujours les mêmes choses, ça veut dire la lumière est toujours pareille, il n'y a jamais de nouveauté, on va dire. Donc je pense que c'est par la nouveauté que la créativité s'acquiert au fur et à mesure. Ouais, et peut-être aussi aller au-delà, plus loin que son propre domaine de prédilection. Oui, il ne faut pas s'arrêter à aller juste faire les... Par exemple, si je parle de mon cas à moi, si on est dans la déco, il ne faut pas s'arrêter à aller juste voir les expos en rapport avec la décoration, parce qu'on tourne vite en rond, en fait. Donc, il faut vraiment essayer d'aller voir au-delà, d'aller piocher un peu partout, d'aller voir des musées, d'aller voir la peinture, d'aller voir des illustrations, d'aller voir du graphisme, d'aller voir de la photo. Il faut s'ouvrir vraiment. Le cinéma, c'est hyper intéressant aussi créativement. Il y a toujours des choses... Au niveau des décors, toujours non, mais souvent, franchement, dans des bons films, au niveau des décors, c'est hyper intéressant. Je trouve, même quand il n'y a rien, c'est se dire, mais comment, du coup, ok, il n'y a rien, mais comment je pourrais améliorer ça avec... Un truc tout bête, mais si tu pars en vacances, tu vas dans Airbnb et tu dis, oh là, c'est hyper mal fichu, pourquoi ils ont fait ça? Finalement, c'est inspirant aussi dans le contre-exemple, en fait, de ce qu'il faut... Ne pas s'arrêter à c'est bien fait ou c'est mal fait. Ouais, pourquoi c'est mal fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Se poser la question pourquoi cet élément-là il ne fonctionne pas. Je pense que ça marche, moi je parle de la déco, mais je pense que ça marche dans tous les domaines. Pourquoi cette illustration-là elle ne fonctionne pas? Pourquoi cette photo-là elle ne fonctionne pas? Essayer de se poser ces questions-là pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et éviter de le faire nous par la suite. Comment corriger ce problème-ci, trouver ces idées-là. C'est très pertinent comme conseil, vraiment, vraiment. C'est toi ton conseil, Mathilde? Déjà, il y a beaucoup de choses qui viennent en parallèle avec Laurelaine. Forcément, sortir, c'est très important. Pas se focaliser à son domaine de prédilection. Ça va être aussi se laisser surprendre, ne pas se mettre de pression. Même si je suis un très mauvais exemple par rapport à ça, parce que je dis que j'ai des moments pour créer ou ce genre de choses. Faut que ça reste plaisant à chaque fois, parce que si jamais ça devient oppressant, c'est qu'on n'est pas dans le bon, parce qu'on n'est pas dans une créativité positive, mais vraiment on va se charger, ça sera pas bon et on sera peut-être dégoûté à force de faire ça. Donc trouver sa manière de faire de manière saine. Après c'est normal d'avoir un peu de pression sur certains projets. Mais... c'est ça, s'il y a trop de pression, ça va pas, et s'il n'y en a pas assez... on fait rien. Pour grandir et se développer avec sa société, c'est peut-être un peu plus compliqué. Une pression positive et saine. Parce que bien sûr, on a chacun des objectifs qu'on veut surpasser, c'est humain, je pense. Mais tant qu'elle ne nous mange pas, cette pression, c'est le plus important.
Mais oui, profiter, sortir, avoir un carnet sur soi pour pouvoir faire des croquis, c'est important. Tu me donnes presque envie d'avoir un carnet sur moi alors que je ne sais pas du tout dessiner. Mais même des fois, Tu fais des très beaux bonhommes. c'est pas que dessiner. Je sais que je parlais d'un petit carnet carré que j'ai tout le temps sur moi. Il y a des croquis, mais il y a aussi beaucoup de choses que je scotche ou qui fait un peu scrapbook. Donc, par exemple, j'ai une page notamment où j'ai un ticket de restaurant que j'ai scotché, où dessus j'ai noté la séance que je suis allée voir au cinéma. Dessus, et c'est bête, mais c'est quelque chose de très graphique au final. C'était le restaurant ou le cinéma du coup? De restaurant. T'as écrit sur le ticket de restaurant? Mais j'ai écrit dessus au crayon de couleur le titre. J'ai fait une petite typo du titre que je suis allée voir au ciné. C'est d'une manière ou d'une autre avoir ces notes, soit des notes comme tu disais tout à l'heure dans le téléphone, des notes dans un carnet. C'est toutes les idées qu'on peut avoir sur le moment, les regrouper. Parce qu'on sait que 5 minutes plus tard, potentiellement, elles sont déjà loin, alors que c'était peut-être une superbe idée. Pas avoir peur aussi, de noter des idées qui aboutiront jamais ou qui, justement, une semaine après, on se rend compte que ça va pas du tout, ça nous inspire plus du tout, et puis c'est tout, on peut l'effacer. Mais sur le moment, noter tout ce qu'on a en tête pour pas l'oublier, et ça devient du coup notre ressource principale, justement, pour faire face à la page blanche ou à se dire, bah tiens, là ce week-end, j'ai du temps, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire de la photo ou autre, mais je sais pas quoi faire. Bon bah, je vais dans ce carnet-là. Et mettre une bonne playlist en fond. Toujours important. Toujours très important la musique. Moi ce que je dirais vraiment, c'est là où il y a la partie noter, et la partie aller voir ces notes régulièrement, mais surtout aller au bout des projets. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Oser, on a une photo en tête qu'on veut faire qui paraît peut-être un petit peu loufoque, mais si on ne va pas au bout, on ne saura pas ce que ça peut donner. Et ça reste de l'apprentissage aussi. Et oui, même, peu importe le résultat. Même si c'est moche, en fait, on a fait quelque chose. Ça c'est très important. On s'en fiche si c'est moche. Bah ouais, non mais oui, on a le droit de faire des trucs moches. De temps en temps, il ne faut pas complexer de faire des trucs moches. Moi, chez l'apprentissage, on est forcément obligé de passer par là. Et même les très grands artistes, même avec des années et des années d'expérience, ils ont fait des trucs moches aussi, dont ils n'étaient pas fiers. Ça peut être moche pour quelqu'un et super beau pour quelqu'un d'autre. Ça peut être moche à un moment et super beau. Ce qui est moche n'est pas forcément inintéressant en plus de ça. Oui. On va en sortir forcément de l'apprentissage. Mais aussi, l'art est là pour exister. Et c'est dans les défauts, des fois, qu'on ressort les plus belles pièces. Oser, c'est bien. Profiter de l'été pour oser. On repart du dessin, mais peut-être qu'il y a des endroits qui sont moins stressants, moins... Dans la forêt, c'est très bien aussi. Il n'y a personne. Des endroits où il n'y a personne, ça peut être des endroits où on se sent seul. Ou alors, à contrario, où il y a tellement de monde que les gens ne font pas attention à nous. Par exemple, à la plage. Je pense que si on dessine à la plage, personne ne nous regarde, quoi. Tout le monde s'en fiche parce que tout le monde... On va te regarder 5 secondes. Après, il y a un gamin qui va courir à côté. C'est bon, l'attention est... Ou le sable sur ton carnet. Puis... Voilà. Et puis c'est fichu, quoi. Mais ça fera peut-être un effet sympa. Et tu pourras garder les grains de sable peut-être pour... je sais pas, Mathilde... Tu les mets dans un petit sachet pour ton carnet. Oui, j'ai déjà fait un packaging comme ça. C'est vrai ? Oui, j'avais fait le calage comme ça, où en fait avec du sable, j'avais de la colle et j'avais tout rempli de sable et on aurait dit que la bouteille sortait du sable. Tout peut être utile, tout. Voilà. Mais du coup, profitez aussi de l'été parce que c'est une période où il y a beaucoup de festivals, que ce soit sportif ou de musique, et ça peut être intéressant d'un point de vue créatif. Et je pense par rapport à tout, que ce soit la photo, et photos qu'on voit en festival, qui sont folles au niveau des lumières, les scénographies. Ouais, les scénos, en fait, les scénos, je trouve, invitent à tout, enfin, à développer la créativité de tout ce que soit notre métier, autant en photo qu'en élu, qu'en déco, parce qu'il y a un traitement de la lumière, comme tu dis, qui est hyper intéressant. Donc en photo, je pense que c'est top à travailler. Et observer la lumière, mais que ce soit du coup une lumière particulière pendant l'été, où généralement c'est un grand soleil, une lumière qui est très dure. Observer donc cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle va éclairer, observer les ombres. Mais ça, voilà, moi c'est ce que je dis, mais par contre, comme mon domaine est déjà tellement rempli toute l'année avec le sport et le foot, je pourrais l'observer si je vais à un festival ou n'importe où en vacances pendant l'été, même en sortant des bureaux dehors. Mais moi là, j'irai pas jusqu'à le faire. Parce que je me dis, il faut aussi avoir ce moment un petit peu de décompression et de reconnexion à
à la vie tranquille, sans appareil photo, pour pouvoir mieux réattaquer la saison. En fait. Te ressourcer. Mais même sans prendre de photos, est-ce que tu n'as pas ce moment où, quand tu es face à un concert, où bah, voilà, la scène est superbe, les jeux de lumière sont fous, et tu te dis pas, waouh, ce moment d'extase où tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah si, mais avec les yeux du coup. Ouais, avec les Mais yeux. Mais tu le gardes en mémoire quelque part, non? Pour moi, de travail pendant la saison, bah, je suis content de me dire là, cette fois-ci, j'en profite, on va dire, réellement. Avec mes yeux, mais ça peut même être aussi, là je change du coup de l'histoire des festivals et des concerts, ça peut être aller voir un match ou jouer, ou même ça à d'autres moments dans la saison, se dire à un moment, bon bah ok, à la base quand même je suis fan de foot, quand je fais de la photo, je profite pas forcément du match, je suis là pour faire de la photo, j'ai déjà plein de questions à se poser, on essaye de s'en poser encore plus pour être encore plus créatif, mais c'est revenir à la base, tiens, reprendre l'expérience d'un supporter en allant voir un match purement pour le plaisir, et à ce moment-là dire, bah tiens, je sais pas, peut-être que je vais découvrir qu'en étant assis là dans les tribunes, bah, je vais avoir d'autres idées de photos qui vont me venir, mais ne pas oublier de revenir à la base de, par exemple pour moi, de ce qui m'a fait commencer la photo, c'est qu'avant de faire de la photo de sport, j'avais envie d'illustrer un sport que j'adore. Okay. Ah, c'est beau. Oui, ne pas oublier qu'à la base, c'est par passion plutôt qu'une contrainte. C'était le foot avant la photo. C'est ça. Ça, c'est le sport avant la photo. Mais pour faire de bonnes photos de sport, c'est aussi, ou de n'importe quel domaine, c'est comprendre le domaine qu'on souhaite photographier à 100%. Je ne sais pas si d'un seul coup, je me dis, j'adore les photos de basket, mais je ne m'y connais pas trop en basket. Bah tiens, j'ai profité un week-end d'aller jouer au basket pour comprendre un petit peu les déplacements des basketteurs et comprendre du coup notre sujet pour s'y adapter. C'est intéressant. Vous avez tous les trois une vision très différente finalement de tout ça. Bah parce que, est-ce que c'est le fait qu'on ait 3 personnes différentes, ou est-ce que c'est le fait qu'on ait trois métiers, enfin qu'on soit dans 3 métiers différents? Je pense que c'est une question de tempérament. La pression qu'on se met aussi, à quel point on veut profiter aussi des choses, la manière dont on veut mettre en avant aussi nos arts respectifs. On a tous le même monde qui nous entoure, on peut tous accéder aux mêmes événements. Si on paye notre billet, voilà, mais on va tous le traduire différemment en fait. Mais par rapport à nos expériences et à nos envies, tout simplement. Et la sensibilité qu'on a par rapport à différents sujets. Tout à l'heure, on parlait des photos de célébration, ou des joueurs qui viennent à fond vers nous pour avoir des super photos. Mais il y a aussi en fait des joueurs qui sont passionnés de sport et qui font leur match et qui n'en ont rien à faire des photos. Et là, nous, on n'a pas le choix de s'adapter à eux, parce que même si le joueur marque qu'il n'en a rien à faire des photos, du coup il ne va pas forcément venir vers nous, c'est peut-être à nous d'aller courir vers lui pour faire des photos, sans aller sur le terrain bien évidemment, mais aussi rester dans les règles aussi, ne pas oublier de rester dans les règles. Même quand on dessine des gens qu'on ne connaît pas, si jamais on voit que ça ne plaît pas, on arrête. On arrache le dessin et on le jette. Merci beaucoup pour votre partage. Pour ton invitation. On espère que ça va inspirer toutes les personnes qui nous écoutent. On espère. Et peut-être que certains se retrouveront dans un de nos parcours ou une de nos manières de traiter la créativité. Ça donnera peut-être des pistes. Tout à fait. On a hâte. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, vous, ce qui vous inspire. On a envie de vous lire aussi, donc n'hésitez pas à nous dire tout ça. C'est toujours intéressant, même pour les autres qui pourront lire les commentaires, d'être inspirés aussi. Échanger. Échanger comme on l'a fait là, échanger au bord des terrains, dans la ville avec les gens. Autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.